Regardez Entrepreneur à la une avec Sensea. La gamme Sensea العناية الطبيعية. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison. Bienvenue dans CETV. Alors s'il vous plaît, première des choses, cliquez sur j'aime voilà, pour être tenu au courant des prochains rendez-vous, que vous soyez sur Facebook, YouTube, LinkedIn, voilà, le Club Entrepreneur Télé. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est un DJ, c'est un tennisman, c'est un footballeur, c'est un entrepreneur. Plein de facettes. Avec lui, on va parler de concepts aussi différents que entreprise libérée, intra-entrepreneuriat. Voilà, il a développé sa propre marque et il travaille dans la marque de la famille, en fait, le groupe familial. Mais avant de vous dire qui est notre invité, on va d'abord remercier le Movenpick Gamarkt qui nous a accueillis dans ce très beau plateau. Voilà, donc aujourd'hui, notre invité c'est Fedor Zouhir. Fedor Zouhir, un chef d'entreprise. Si je devais décrire ma personnalité, je dirais que je suis idéaliste, parfois un petit peu rêveur, mais c'est assumé. Et puis introverti sur les bords, mais j'essaye de faire des efforts là-dessus. Mes passions sont la lecture, l'écriture quand j'ai un petit peu de temps, et puis la musique, beaucoup de musique. Mon film préféré, c'est Apocalypse Now, dans sa version longue de Coppola. D'abord parce qu'il met en scène l'absurdité de la guerre du Vietnam, et à travers un esthétisme et une image qui sont sublimes. Et pour le mythe du colonel Kurtz, qui est aussi extraordinaire et qui est en fil rouge dans le film. Ma chanson préférée, c'est Sinnerman de Nina Simone, parce qu'elle a un côté jazz et une soul qui sont fantastiques, et parce que la voix de Nina Simone est, je pense, la meilleure voix que l'humanité a créée. Mon sport préféré, c'est une question un petit peu difficile, parce que j'ai le tennis et le football qui m'ont accompagné toute ma vie. Mais si je devais choisir, ça serait le football pour le côté collectif et la mixité qu'il permet. Et puis, bon, j'ai commencé un petit peu le golf ces derniers temps, j'ai attrapé le virus, donc la question se complique un petit peu plus. Ma citation favorite, c'est un poème de Victor Hugo qui commence comme ça. « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime, qui marchent pensifs et pris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelques saints labeurs, ou quelques grands amours. » Fedor Zouhir, merci d'avoir accepté cette interview. Donc, je rappelle que vous êtes le founder de Sensea Lab et puis le Sales and Marketing Director du groupe Sotipa. Sotipa, justement, on en parle parce que vraiment, c'est une histoire de famille. Oui, c'est une histoire familiale qui a commencé avec mon grand-père dans les années 70. On a commencé dans les activités parapharmaceutiques avec le coton et les compresses. Puis mon père a rejoint le groupe, il a repris un petit peu le flambeau, il a développé un petit peu le portefeuille de produits et d'activités. Et puis voilà, ensuite ma sœur et moi-même, on est rentrés dans le groupe et on a essayé de continuer ce chemin et de tracer notre propre parcours. Oui, en effet, joli parcours depuis les années 70, 3 générations. Oui, c'est la 3e génération. Alors on dit souvent que la première construit, que la 2e développe étant et que la 3e détruit. Nous, on va essayer de démentir ce proverbe et puis on essaye un petit peu de continuer dans le sillon qui a été tracé par les précédentes générations en aussi apportant quelques idées et quelques réflexions autour de l'activité du groupe et du chemin qu'il doit prendre. Alors on verra aussi par la suite, au cours de l'émission, parler de continuité. La continuité, ce n'est pas uniquement même le fait d'avoir rejoint le groupe. Il y a le tennis aussi, il y a le sport, il y a l'espérance, il y a le foot. Oui, bien sûr, il y a tout un héritage culturel et sportif qui fait partie un petit peu de notre vie et de notre personnalité.
En tout cas, pour moi, j'ai commencé le tennis pratiquement quand j'ai appris à marcher. Donc ça fait partie de mon éducation, ça fait partie de ma personnalité. Il y a l'espérance aussi. Mon grand-père a été joueur, mon père a été président également. Mon père a été président de l'Espérance, donc on a été élevé dans ça. Et puis le sport, de manière générale, est quelque chose qui nous a été inculqué très jeune et qui fait partie de manière intégrale de notre éducation et notre vie au quotidien. Donc j'en suis fier personnellement et puis c'est quelque chose qui me procure un équilibre très important. Bon, on en parlera aussi au cours de la mission, hein, on parlera surtout de Sansela Sportive, hein, avec votre, on va pas dire sponsoring, mais bon, le soutien que vous apportez à un certain nombre de sportifs de haut niveau, hein, avec des noms très connus comme Melik Jazili par exemple. Mais bon, commençons dès le commencement. Donc déjà, Felour Zouhir qui aurait pu aussi ne pas rejoindre le groupe parce que, voilà, du fait des études, voilà, Londres était apparemment très attractif. C'est vrai, j'ai fait mes études à l'étranger, et puis d'abord en Suisse, puis en Angleterre. J'ai fini mon master là-bas. J'ai commencé à travailler à Londres, dans la finance. Je commençais à avoir mes marques et je me plaisais bien là-bas. Puis j'ai décidé à un moment de rentrer parce que j'avais quelques idées, j'avais une envie de revenir aussi en Tunisie. Il y avait toujours aussi ce désir de prolonger et de continuer le travail qu'a fait mon père et mon grand-père. Cet appel-là, à un moment, a été plus fort que le reste et donc j'ai décidé de rentrer. C'était un choix délibéré, il n'y a pas eu de pression ni de volonté d'une personne extérieure, c'était mon propre choix. Et je l'ai pris à un moment peut-être où je sentais que je pouvais plus facilement rester à l'étranger que rentrer. Je me suis forcé à sauter le pas à ce moment-là. Ouais, parce que bon, en général, quand on est jeune, on veut s'affirmer, on veut être différent de ses parents. Alors, comme vous avez dit, hein, la troisième génération en général, elle est plutôt là pour détruire que pour continuer la construction. Beaucoup changent complètement de cap et puis essaient de sortir du giron familial. Ouais. Pas vous? Non, pas moi. J'ai essayé de trouver, disons, un chemin qui était entre les deux. Je suis rentré, mais pas pour entrer dans un confort et pour rester dans l'activité telle qu'elle était. J'ai voulu, disons, entre guillemets, créer quelque chose. J'ai voulu développer quelque chose par moi-même qui me permettrait d'un côté de rester dans le giron familial, de ne pas être totalement à l'extérieur de l'entreprise familiale, mais d'avoir, disons, un projet sur lequel je peux travailler avec les mains, en ayant les mains libres, en étant indépendant et pouvoir un peu voilà, m'exprimer et avoir une certaine marge de manœuvre. Donc on y reviendra certainement, mais c'était un petit peu mon objectif et c'était ma volonté. On parle un petit peu de Sotupa, hein, qui en fait à l'origine c'était une création de Monsef Zouhir qui travaille sur le coton. Oui, mon grand-père était pharmacien, donc il avait sa pharmacie qui marchait bien et puis assez tard dans sa vie, il a décidé voilà, de la vendre et de se lancer dans l'industrie parce qu'il a vu à l'époque une opportunité. Dans les années 70, il y avait un environnement favorable à l'industrie. Il a commencé par produire les produits qu'il connaissait, c'est-à-dire les cotons et les compresses. Il a réuni un groupe de pharmaciens qui est rentré avec lui dans le capital et il s'est lancé dans cette aventure voilà, des débuts des années 70, en 1969 exactement, 70. Donc c'était un pari risqué. Et voilà, on essaie un petit peu de continuer cet état d'esprit-là. Donc il y a Aziz Zouhir par la suite qui prend le relais, hein, qui lui aussi, on rappelle, Aziz était un tennisman aussi. Hein, donc il a même joué au Tunis Open, il a même été manager de grands champions. Hein. De Henrik Sundström, exactement. Ouais, Sundström à l'époque, qui a gagné je crois 2 fois le Tunis Open déjà. Oui, qui a été parmi les 10 premiers, hein, voilà. Henrik Sundström, mondiaux. Donc il avait il aurait pu lui aussi continuer sur ce chemin du sport, hein, du management sportif, mais lui aussi donc... Lui aussi est rentré, lui n'a pas travaillé à l'étranger, il est rentré directement et je pense d'ailleurs que le fait qu'il n'ait pas travaillé à l'étranger lui a permis de me laisser, moi, travailler à l'étranger, de me donner cette possibilité-là parce que lui ne l'a pas eu, donc il m'a encouragé à rester un certain temps à l'étranger. Il est rentré et il a essayé, je pense, de donner une autre dimension au business, de l'internationaliser, d'avoir des marques. Il a commencé à produire sous licence dans les années 80, donc il a senti la nécessité d'avoir des marques importantes et fortes.
Et puis il a développé l'activité avec le début des couches culottes, des serviettes hygiéniques, du papier, c'était début des années 80. Donc voilà, il a vraiment développé et donné une autre dimension au business. Voilà, et puis donc il y a Fallour qui rapplique, mais pas que d'ailleurs, il y a aussi votre sœur aussi. Il y a aussi ma sœur qui a rejoint le groupe il y a maintenant 5 ans, oui, absolument. Oui, moi je suis rentré voilà, avec une volonté vraiment de diversifier. Le gros de l'activité était une joint venture avec un groupe suédois, donc on était assez dépendant de cette structure et de ce partenariat avec les Suédois, qui est une multinationale. Et avec les multinationales, il y a souvent un agenda qui leur est propre et qui influence un petit peu les décisions de l'activité. Moi, mon idée, c'était vraiment de développer notre activité propre, de diversifier, d'avoir notre propre marque. Et je suis rentré avec cet objectif-là. D'accord. Aziz Zouhir a été facile à convaincre parce que bon, en général, lorsqu'on a une activité qui tourne, qui est bien ancrée, qui a surtout bon, qu'il a démarré lui-même aussi un petit peu dans les années 80, comme vous dites. Pas facile de voir son fils venir lui dire bon, écoute, va falloir que tu te développes. Ouais, mais ça va, pourquoi on va se développer? On est bien. Non, il a été facile à convaincre parce que d'abord, il a lui aussi un esprit entrepreneurial qui est assez développé. Et puis, j'ai toujours essayé d'argumenter à chaque fois mes propositions, donc vraiment de faire le travail de base avec les business plans, un argumentaire, de le convaincre qu'il y avait une opportunité quand j'ai lancé l'activité de SenSea Lab. Et puis on a eu plusieurs étapes aussi pour voir, on a testé le marché et donc il a vu qu'il y avait un réel potentiel. Et quand on a les bons arguments et qu'on a en face quelqu'un qui a un esprit entrepreneurial, c'est plus simple. Alors, comment est-ce que vous avez intégré en fait le groupe? Est-ce que, parce que bon, être le fils de son père ou même le fils de son grand-père, on arrive déjà directement dans le truc. Ouais. Voilà quoi, donc on est directement dans les hauts postes et donc on regarde un petit peu. Mais vous, comment est-ce que vous avez cherché à vous intégrer? Moi, réellement, je suis rentré d'abord dans un état d'esprit de je dois passer par une période où ça va être une période d'apprentissage. Et j'ai choisi de m'occuper, en tout cas de m'intégrer dans l'activité qui était la moins, disons, importante, où il y avait le moins d'intérêt, qui était le coton et les compresses de Sotupa. Donc vraiment l'activité mère de Sotupa. Donc c'était totalement isolé de la joint venture de Peau Douce, de Nana et de Lotus. C'était une activité qui était un petit peu délaissée et j'ai décidé de faire mes armes dans ça. D'abord parce que je pouvais être indépendant, je pouvais essayer, je pouvais me tromper, je pouvais expérimenter. Et puis ça me permettait d'avoir les mains libres et d'apprendre plus rapidement que sur, disons, le gros de l'activité qui était plus sensible, où chaque moindre erreur, chaque petite mauvaise décision pouvait avoir des conséquences importantes. Donc je suis rentré avec beaucoup d'humilité et j'ai essayé de passer par peut-être au moins 1 an et demi, 2 ans, où j'ai observé, essayé d'emmagasiner un maximum d'expérience, de me renseigner, de demander vraiment aux autres comment l'activité pouvait être développée, comment on pouvait étendre les choses. Et ensuite, j'ai commencé à proposer, essayer d'avoir, disons, des idées un peu plus concrètes sur le développement de l'activité. Mais c'était voilà, un apprentissage qui a été assez long, avec beaucoup d'humilité. Il y a un truc qui est extrêmement important chez Fallour Zouhir, je crois, c'est au niveau de l'intégration, c'est le sport et travail. Ouais. Parce que finalement, vous n'êtes pas le genre de boss à snobber son personnel. Au contraire, vous êtes là à jouer au foot avec des ouvriers du groupe, quoi. Oui, d'abord parce qu'on a été éduqué comme ça. On a toujours été éduqué dans un état d'esprit où il fallait s'intégrer et qu'il fallait jamais regarder de haut, quel que soit le contexte, quelle que soit la personne avec laquelle on était. Et puis il y a le football aussi qui nous apprend ça dès la jeunesse. Hein. On joue avec des gens de milieux sociaux très différents et que voilà, il faut s'intégrer de cette manière. Et donc voilà, mon intégration s'est faite dans cet état d'esprit-là. C'est vrai que le sport et travail au sein de l'entreprise m'a permis un petit peu d'avoir une relation privilégiée avec l'ensemble du personnel. Et de toutes les manières, personnellement, je ne crois pas à la hiérarchie, je ne crois pas à l'organisation pyramidale et au rôle de boss et au rôle d'employé. Je pense qu'aujourd'hui, les organisations sont plus efficaces avec un modèle différent, avec un modèle plus flat, plus plat. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites. Ouais. Que finalement, en général, dans les entreprises familiales,
la hiérarchie, elle est bien imbriquée. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui font que ces entreprises familiales dépérissent au fur et à mesure, quoi, non? Oui, parce que le fondateur et celui qui construit a un rôle prépondérant. Généralement, la décision est très centralisée et puis il a une certaine aura au sein de l'entreprise qui fait que voilà, tout gravite autour de lui. Et puis quand il y a une transition à faire, quand il décède ou quand il se retire, généralement, il laisse un grand vide. Et c'est pour ça que les entreprises familiales ont des difficultés quand il y a une transmission. Voilà, moi je pense que la décentralisation de la décision et casser cette organisation pyramidale a aussi beaucoup d'avantages et permet de créer d'autres leaders au sein de l'entreprise, permet une agilité qui est plus importante et permet à cette transition de se faire de manière beaucoup plus smooth. D'accord. C'est votre idée, c'est aussi l'idée de Aziz Oil, ça aussi? Je ne sais pas si c'est son idée aussi, j'essaie de le convaincre parfois, mais en tout cas moi, dans mes responsabilités, dans ce que je gère directement, c'est mon état d'esprit. Et je pense qu'il a beaucoup évolué sur ce point, oui. D'accord. Ouais. Ouais, c'est le fils qui fait évoluer le père. C'est un échange permanent. Je pense qu'on est à un stade aujourd'hui où chacun apporte à l'autre une certaine richesse et il y a un échange qui se fait. Ouais. D'accord, c'est-à-dire qu'Aziz Oil vous considère maintenant comme un manager comme un autre ou carrément il y a toujours cette relation père-fils? Non, je pense qu'aujourd'hui il me considère certainement comme un manager comme un autre. Évidemment, l'aspect père-fils reste dans la relation, mais il me considère comme voilà, quelqu'un qui peut apporter quelque chose comme apporterait un autre directeur ou un autre manager au sein de l'entreprise. Oui. On a cassé un petit peu la relation père-fils au milieu professionnel, ce qui n'est pas évident au début, mais avec le temps, on y est arrivé. Ouais, c'est-à-dire que bon, pas évident de contredire son père. Non. Dans un conseil d'administration, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Non, disons qu'en conseil d'administration, il vaut mieux éviter, mais en privé, en tout cas, je peux le contredire et puis lui aussi me challenge évidemment. Mais c'est important en tout cas au niveau professionnel, dans une entreprise familiale, de tuer le père. Bien sûr, c'est imagé, évidemment, mais d'avoir en tout cas cette relation qui reste bienveillante, qui reste avec beaucoup de... qui est basée sur le respect, mais voilà, où on peut se challenger et on peut se contredire quand il le faut. Tu es le père, tu es le grand-père. Oui, un petit peu. Je pense que lui aussi est passé par là, hein, évidemment. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous a permis aussi de faire de l'entrepreneuriat. Oui. L'entrepreneuriat, oui, je ne connaissais pas le terme avant de le découvrir. Bon, c'est souvent comme ça. Et c'est venu un petit peu par nécessité, c'est-à-dire que je n'avais pas l'objectif de créer une nouvelle entité au sein du groupe. Il y a eu d'abord des conditions légales qui ont fait qu'on devait créer une nouvelle entreprise, parce que mon idée au début c'était de développer l'activité Personal Care cosmétique au sein de la Sotupa, mais vu les statuts de la Sotupa, ce n'était pas possible, donc il a fallu créer une nouvelle entreprise. Mais je pense que c'était une coïncidence, en tout cas une nécessité qui était positive, parce qu'elle nous a permis d'abord, en tout cas elle m'a permis moi d'avoir une indépendance, d'avoir une entité qui est structurée de manière différente par rapport au reste du groupe, d'avoir un capital différent, donc être responsabilisé, puisque je suis moi-même dans le capital, donc on sent là la prise de risque personnelle de l'entrepreneur, mais d'un autre côté de bénéficier du support du groupe et avoir certaines activités qui sont fournies, des activités support comme le juridique, comme les ressources humaines, comme la comptabilité qui sont apportées par le groupe. Donc disons que c'est un bon compromis entre l'entrepreneuriat qui est assez risqué et puis l'activité qui serait totalement intégrée dans le groupe et qui serait un petit peu cadenassée dans l'environnement du groupe familial. C'est disons un entre-deux qui me convient parfaitement. Vous avez dit qu'il a fallu créer cette entreprise parce que bon, finalement, Sotupa ne pouvait pas gérer des produits chimiques, donc, parce que bon, c'est du coton. Oui. Voilà, donc ça c'est... c'est la beauté de l'administration tunisienne. Ouais, voilà. Oui. Tout doit être consigné, tout doit être écrit. Tout doit rentrer dans un modèle. Dans un cadre, dans un moule bien défini, précis. Bien précis pour que tout le monde puisse comprendre exactement ce qu'il en est. Bon. Mais tant mieux, au final, ça a été une opportunité pour nous. On a créé cette nouvelle entreprise, j'ai pu voilà, avoir les mains libres, j'ai pu recruter comme je voulais, j'ai pu vraiment évoluer avec la liberté dont j'avais besoin. Et donc finalement, ça a été une opportunité.
Et là, ce qui est intéressant dans votre modèle, c'est que vous êtes allé pas directement, c'est-à-dire dans l'industrie, mais quelque part, vous avez franchi des paliers. Oui, oui, on a procédé par étapes, certainement parce que j'ai peut-être une personnalité un petit peu averse au risque. Je ne suis pas véritablement tête brûlée, donc j'ai voulu un petit peu à chaque fois essayer de valider les concepts qu'on développait et véritablement tester le marché pour voir s'il y avait une opportunité. Donc on a fait sous-traiter d'abord la gamme à l'étranger pour avoir une qualité supérieure tout en restant compétitif. On a eu un contrat avec un groupe qui avait des économies d'échelle en Angleterre et qui nous a permis d'être compétitif avec une formulation assez bonne en termes de qualité. Quand les volumes se sont développés, la deuxième étape, avant d'investir véritablement dans une unité de production, ça a été d'abord apprendre un petit peu plus le métier, apprendre la supply chain, connaître les fournisseurs, développer la formulation des produits. Donc on est allé vers une étape un peu intermédiaire, où on se sourçait nous-mêmes, on achetait les matières premières, l'emballage, où on formulait en interne et où on sous-traitait le mélange et la mise en bouteille chez un partenaire local, pour d'abord gagner en termes de marge et de profitabilité, parce qu'avec la dévaluation du dinar, il était difficile d'importer des produits finis. Puis de toutes les manières, c'était un petit peu dans le plan. Et parce qu'on devait aller vite aussi à l'époque, on devait rapidement essayer d'améliorer notre coût de production. Donc voilà, on a développé en interne, on a sourcé nous-mêmes et on a sous-traité ces deux étapes, le mélange et la mise en bouteille chez quelqu'un en Tunisie. Et quand les volumes, encore une fois, se sont développés, qu'on a commencé à maîtriser le métier, qu'on a commencé aussi à construire la marque, là, on a fait l'investissement. Donc on a fait une extension de l'usine de Bouachar, de la Sotupa, pour intégrer tout l'équipement nécessaire à la fabrication en interne, de A jusqu'à Z, de tout le process. Et voilà, et c'est l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc on a vraiment tout l'équipement et tout le labo, toutes les machines nécessaires pour pouvoir produire notre gamme de produits. Voilà, donc dans la deuxième partie de l'émission, voilà ce qu'on va parler. On va parler un petit peu de l'entreprise libérée. Ça, c'est un autre concept. On a parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat, l'entreprise libérée. On va parler aussi de marketing, puisque bon, aussi, quelque part, vous vous occupez du marketing du groupe. Et puis, surtout, on va parler de sport, puisque le sport reste quand même allez, ça fait partie des fondamentaux du groupe, avec bien évidemment le Sansela Sport Team, et qui est donc une autre manière pour pouvoir être présent sur les marchés. Voilà, donc restez avec nous, on revient dans quelques instants. Regardez Entrepreneur à la une avec Sensea. La gamme Sensea العناية الطبيعية. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison. Je rappelle que Ferour Zouhir est notre invité aujourd'hui, founder de Sensea Lab, Sales and Marketing Director du groupe Sotupa. On commence avec l'entreprise libérée ou avec le marketing? Je vous laisse le choix. Bon, Commençons par le marketing. Alors, on commence par le marketing. Alors justement, Sensea, je crois que c'est aussi c'est d'abord les shampoings. C'est les shampoings, les gels douche, les savons, les crèmes. Voilà. C'est tout l'univers du soin personnel, on va dire. C'est-à-dire que c'est difficile de rentrer avec un nouveau produit sur un marché où les gens sont habitués à avoir leurs propres produits, telle marque, tel type de shampoing, tel type de gel douche. Absolument. Il y a une fidélité, surtout pour le shampoing, il y a une fidélité à la marque qui est importante. Et puis surtout, il y avait en tout cas une conception qu'avait le consommateur tunisien du fait que toutes les marques importées étaient meilleures que les marques produites localement. Alors à l'époque c'était vrai, en tout cas moi quand j'ai commencé à regarder le marché au début des années 2010, donc 2011-2012, il y avait ces marques importées
on ne va pas les citer, mais on les connaît toutes, qui avaient une qualité vraiment supérieure à ce qui se faisait, et puis un positionnement prix qui était aussi lié à ça. Les marques locales étaient très compétitives en termes de prix, mais n'offraient peut-être pas toutes les formules ou tout ce que recherchait le consommateur. Et puis nous, on s'est positionné un peu en middle range. On a essayé vraiment de formuler et de donner quelque chose qui soit proche des grandes marques internationales à des prix qui restent attractifs et qui restent compétitifs pour le consommateur local. C'est un positionnement un peu middle range qui est un peu compliqué. On essaie de travailler beaucoup sur l'identité de la marque, son packaging, ses visuels, pour vraiment être en ligne avec le positionnement premium qu'on veut donner, mais en restant compétitif. C'est un challenge, mais je pense que c'est quelque chose qui a fini par payer. Il a fallu convaincre, il a fallu aussi beaucoup travailler sur la formulation, mais on y est arrivé. Bon, votre avantage, c'est qu'avec la dévaluation du dinar, les produits importés coûtent de plus en plus cher. Absolument, aussi. Donc finalement, aussi. Il y a une histoire de budget, il faut regarder. Mais bon, comment est-ce que vous avez fait pour justement convaincre? Quelle était la stratégie pour convaincre le Tunisien que votre produit est là et que bon, il a des qualités que d'autres n'ont pas et qu'il peut finalement accéder à ce produit? Alors nous, ce qu'on a essayé de faire d'abord, c'est dans notre formulation, c'est d'essayer de, dès le départ, éliminer certains ingrédients et composants qui étaient controversés, comme les parabènes dans les shampoings, comme le phénoxyéthanol, comme l'alcool dans les lingettes, etc., pour montrer qu'on pouvait avoir des produits sans ces ingrédients-là, qui étaient en Europe, en tout cas, très controversés et qui commençaient à être éliminés. On a essayé beaucoup de travailler, comme j'ai dit, sur l'identité visuelle aussi, le packaging, l'identité de la marque. On a essayé de composer aussi avec un maximum d'ingrédients naturels. Et puis on a fait du sampling. On a essayé de convaincre par le sampling en distribuant des échantillons aux consommateurs. On a beaucoup misé sur les promotions au départ pour faire tester, avec d'autres produits, des promotions croisées, pour faire connaître la marque et pour pousser à l'essai. Et puis on a bénéficié aussi de la synergie et de la distribution du groupe. Et donc on avait la possibilité rapidement d'avoir une distribution qui était intéressante et qui permettait au produit d'être visible. Parce que pour essayer, il faut que le produit soit disponible et visible. Donc c'était ça la première étape pour nous. Alors qu'est-ce que l'entreprise libérée? Donc justement, ça m'intéresse parce que je n'ai jamais entendu parler de ce concept. Développez-moi le concept d'entreprise libérée. Alors le concept d'entreprise libérée a été théorisé par un professeur qui s'appelle Isaac Getz, que j'ai eu la chance de rencontrer à l'ESCP à Paris, et qui est parti d'un constat très simple, qui est un constat qui découle d'une étude de Gallup, un institut de sondage, qui a montré que la très grande majorité des salariés, en France, mais c'est le cas pour plusieurs pays, sont désengagés de leurs entreprises. Donc il a essayé de savoir pourquoi ces salariés étaient désengagés. Il a mené des enquêtes terrain. Il est allé voir des entreprises pour essayer de voir ce qui se passait à l'intérieur, dans leur process, dans leur façon de travailler, qui faisait que la plupart des personnes étaient désengagées. Et il a vu que c'était un sentiment de ne pas avoir de valeur ajoutée pour l'employé au sein de l'entreprise, de ne pas être responsabilisé, d'être plus contrôlé que stimulé, que son travail n'avait pas réellement d'impact. Et donc il a commencé à étudier des modèles différents d'entreprises qui faisaient les choses de manière différente, où il y avait moins d'hierarchie, où les personnes étaient beaucoup plus responsabilisées, où il n'y avait plus de contrôle. Et il a développé la théorie de l'entreprise libérée. En fait, le concept est simple, c'est une entreprise où les personnes qui créent la valeur ajoutée, donc qui sont véritablement capables d'apporter quelque chose, ont toute la responsabilité nécessaire pour prendre la décision. Toutes sortes de décisions. Et donc, cela implique plein de choses, dont le fait de ne pas avoir de véritable hiérarchie, de ne pas avoir ces couches de management superposées et ces managers qui deviennent un petit peu les roitelets de leur espace. Et voilà, et donc ça permet d'engager, de responsabiliser et de permettre une création de valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante. Et ce n'est pas uniquement un concept théorique, d'abord parce qu'il vient de la pratique, et il y a aujourd'hui de grands groupes qui sont sur ce modèle-là. Alors il y a des implications pratiques, par exemple plus de pointeuses, plus de contrôle, des décisions qui sont prises par ceux qui maîtrisent le métier. Par exemple, dans une industrie, ça serait les employés sur les machines qui décideraient de l'investissement à faire et de quel type de machine prendre, ce genre de choses. Et on voit que dans ces entreprises-là, on peut en citer, c'est de grandes entreprises, il y a Gore-Tex par exemple aux États-Unis, c'est les marques de vêtements Gore, il y a Michelin aujourd'hui, qui ont ce modèle-là, et ils ont des taux d'abord de satisfaction qui sont beaucoup plus importants, et des rendements en termes d'efficacité, en termes de productivité
et des rendements financiers qui sont supérieurs à leur benchmark. Moi, j'imagine ceux qui sont en train de vous écouter là et de vous entendre dire ouais, mais ça marche pas avec le tunisien, ça. Alors c'est faux. D'abord c'est faux parce qu'on a vu que dans des cultures qui sont similaires à la nôtre, ça pouvait marcher. Et puis ce concept ou cette idée n'est pas à confondre avec l'anarchie. C'est pas l'anarchie. Il y a des règles. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles. Mais les règles sont des règles qui sont établies par la communauté, par les employés, par les gens eux-mêmes. Ils sont fixés en fonction de la nécessité, de ce qui est important pour eux. Et ces règles-là deviennent strictes parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais la peer pressure. C'est-à-dire que ce n'est plus le manager qui va imposer la règle, mais c'est la communauté et c'est le fait de se sentir exclu quand on dévie. Et donc il y a un formalisme, il y a des règles qui existent. Alors est-ce que c'est applicable à notre culture? Oui, ça l'est. Ça se fait par étapes, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a un travail éducatif, il y a d'abord, il faut trouver les bonnes ressources. Tout le monde n'est pas, disons, compatible avec ce modèle-là. Il y a un côté ressources humaines et recrutement, ou disons choix des employés, des partenaires, des collaborateurs avec lesquels on va travailler qui est important. Et puis ça se fait par étapes et il faut qu'il y ait une volonté réellement de ce qu'on appelle le leader libérateur. Le PDG ou le boss ou le directeur général, peu importe, doit être convaincu de ce système et il a un rôle très important à jouer, même s'il ne centralise plus toute la décision, il a un rôle très important, c'est le garant de la vision et la mission de l'entreprise. Donc il doit être sûr que toutes les décisions, toutes les démarches, toutes les initiatives qui sont prises au sein de l'entreprise soient en ligne avec sa vision et sa mission. Et c'est un rôle très important, même s'il n'a plus le pouvoir peut-être décisionnaire qu'il aurait dans d'autres modèles. J'imagine les longues discussions autour du feu, comme on dirait, entre Ferouk et Aziz pour imposer cette manière de réfléchir. Non, mais aussi, il faut comprendre que les temps ont changé et que le modèle pyramidal et hiérarchique strict tel qu'on le connaît a été établi au début du siècle dernier. Surtout que les générations Y et Z maintenant n'acceptent plus du tout ce système. D'abord, il y a une quête de sens. Les jeunes veulent travailler, même pas uniquement les nouvelles générations, même la nôtre, veulent travailler dans un environnement qui leur permet en tout cas de voir que leur travail et leur input a du sens, apporte quelque chose. Et puis voilà, comme je l'ai dit, c'est un modèle, le modèle strict de la pyramide hiérarchique a été implémenté au début du siècle dernier, à l'époque où il fallait exécuter des tâches répétitives. C'était le taylorisme. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. Dans notre industrie, tout est automatisé, par exemple. On n'a plus besoin on n'est plus avec des ouvriers qui sont là pour exécuter des tâches basiques, répétitives. Donc, les temps ont changé, le métier et les métiers de manière générale ont changé, et donc il est normal d'avoir une autre organisation et un autre modèle de management. D'accord. Et ça, c'est en place uniquement dans Sensea ou carrément maintenant c'est dans tout le groupe? C'est une bonne question. Pour être honnête, ce n'est pas en place dans tout le groupe et comme j'ai dit, ça nécessite du temps. Ouais. Il y a des étapes à franchir. Au sein de Sensea, on a des éléments de l'entreprise libérée qui sont en place. En tout cas, moi, avec mes équipes, je le fais. J'ai beaucoup de décisions qui sont, disons, de tâches que je délègue à 100%. Je n'ai pas une logique de contrôle avec les équipes. Elles sont responsabilisées sur l'ensemble de leur métier. Après, peut-être que nous, Sensea, l'équipe est plus réduite, c'est plus simple. Encore une fois, j'ai essayé, comme j'ai dit, de m'entourer de personnes qui étaient capables d'assumer ces responsabilités. Au sein du groupe, il y a quand même un historique, il y a des organisations en place, c'est plus compliqué, mais j'essaye en tout cas de changer certaines choses quand je le peux, dans cette direction. D'accord. Alors tout à l'heure, on a parlé de tennis. Alors justement, le sport, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le groupe. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je crois que vous êtes la seule entreprise actuellement à avoir développé carrément un pool sport, le Sensea Sport Team. Alors avant d'en parler, on regarde ce film.
Sancella Sportive, c'est quoi? C'est le côté sportif qui est imbriqué dans la famille, dans la descendance de Mons of Zouhir, qui est un petit peu en continuité. On veut faire du business, mais aussi on veut continuer quand même à garder un petit pied dans le sport. C'est ça, il vient de notre implication personnelle, de notre passion pour le sport. Et il vient surtout d'une volonté de redonner au sport ce qu'il a donné à la famille. En tant que sportif, on a grâce au tennis ou au football, connu plein de choses différentes, appris énormément. Et aujourd'hui, je pense que notre rôle et notre devoir est de rendre au sport et à ceux qui ont peut-être besoin de soutien financier, moral. Et c'est cette idée-là qui est la base de Sancella Sportive. Alors Sancella Sportive, après, ça a été un petit peu une volonté d'organiser ce que nous faisions et un peu de structurer l'approche marketing sportive. Mais l'idée de base, c'est réellement de rendre au sport tout ce qu'il a pu nous apporter et aider ceux qui en ont vraiment besoin. Ouais, c'est pas juste le fait de sponsoriser une équipe en mettant la marque sur un t-shirt ou alors sur un bandeau. Non, et pour être honnête, l'aspect retour sur investissement n'est pas la priorité, loin de là. C'est juste vraiment aider, surtout les sportifs qui évoluent dans des sports individuels et qui ont du mal à trouver de l'aide financière, voilà, de leur donner la possibilité de progresser, de s'entraîner et de les soutenir quand ils en ont besoin. Soutenir même au niveau conseil, parce que bon... Oui, absolument. Ça ne va, c'est pas uniquement un soutien financier, on essaye aussi d'apporter un soutien logistique, même un soutien pour Melk ou pour les joueurs de tennis, un soutien technique, parce qu'on connaît le tennis et donc on leur conseille sur leur planning, les tournois à jouer. Mon père va même de temps en temps dans des corrections techniques quand il le faut. Et je pense que c'est important pour ces sportifs de se sentir soutenus, d'avoir ce soutien et d'être accompagnés. Moralement, c'est très bénéfique. Ouais, et puis bon, bien évidemment, hein, le sponsoring classique avec l'Espérance aussi. Oui, bon, l'Espérance, c'est même plus du sponsoring. Hein, c'est vraiment voilà, un lien qui est particulier et c'est un devoir, là aussi, d'aider l'Espérance. Mais on a aussi aidé d'autres petites équipes, enfin petites dans le sens qui évoluent dans des divisions inférieures. On essaye voilà, de donner un coup de pouce à certaines équipes qui en ont besoin. Ok. Ah, il y a un truc aussi, il y a une relation particulière chez les Zouhir, c'est avec le Milan AC. Oui, on a... Parce que bon, Aziz Zouhir, on ne le lit jamais, on ne sait jamais ce qu'il raconte, mais il a un compte Twitter dans lequel il ne parle que du Milan AC. C'est vrai, on a un lien particulier avec le Milan AC. On a été très jeune, initié au Milan, au Grand Milan. Et donc, on essaye d'aller voir les matchs quand on peut. On suit tous les matchs à la télé. Et c'est une passion qui a une place importante dans notre vie. Et c'est vrai que mon père s'exprime beaucoup sur Twitter pour le Milan AC. Oui. Et de temps en temps, il est assez même critique envers l'équipe. Ouais. À telle enseigne que des fois on se dit il veut prendre la place de dirigeant ou quoi. Il y a eu une rumeur il y a quelques temps là-dessus. Oui, il aimerait bien, je pense. Il aimerait bien diriger le Milan AC, mais non, c'est plus vraiment, c'est plus une passion pour le Milan. Il est abonné depuis plus de 25 ans maintenant au Milan. D'ailleurs, il a ramené le Milan pour un match amical avec l'Espérance à l'époque, avec l'équipe dirigeante de l'époque de l'Espérance. C'était un bel événement en tout cas, et voilà, c'est une passion et un amour pour le club. On parle beaucoup de Aziz Zouhir en tant que sportif, mais vous aussi, hein, vous avez aussi été tennisman à un moment. Oui, hein. Oui, j'ai été joueur de tennis. J'ai passé. Vous avez joué avec Melk Jeziel Oui, j'ai joué avec Melk Jeziel et on est parti sur le circuit ensemble à quelques reprises. On a de bons souvenirs ensemble. On a une relation très proche avec Melk. Et c'est une partie de ma vie qui a structuré beaucoup de choses et qui m'a apporté sur le plan personnel énormément. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? D'abord, une forme d'humilité, parce que le sport permet d'apprendre l'humilité. Une structure mentale qui permet d'avoir des objectifs, d'être résilient, de savoir s'incliner quand il faut s'incliner, mais repartir de plus belle par la suite. De se dépasser. Le dépassement de soi est quelque chose d'important et dans la vie, il faut être capable de temps en temps de se dépasser et puis d'aller au-delà de nos propres limites. C'est surtout ça ce que m'a appris le sport. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde aussi, de voyager. À l'âge de 11-12 ans déjà, je partais tout seul faire des tournois et ça m'a permis d'apprendre à me débrouiller et de vivre
seul quand il le faut et voilà, d'être autosuffisant et de m'autogérer quand c'est nécessaire. Bon, alors, comme d'habitude dans cette émission, il y a ce qu'on appelle le jeu. Hein, donc, je vous donne deux possibilités et vous en choisissez l'une des deux et vous essayez d'expliquer un petit peu pour tout cas. Donc, tout de suite, le Fast and Curious. Solomon ou Herman Cattaneo? Hernan Cattaneo, c'est un des plus grands DJ pour moi et en plus il a une présence derrière les platines qui est assez impressionnante. Non, j'adore le son sud-américain, particulièrement la house sud-américaine, et puis Hernan Cattaneo est quand même l'étendard de cette mouvance-là. D'accord, et le numéro 2 c'est? Oh, ça serait peut-être Guy Gerber, pour les initiés. D'accord. Ils le reconnaîtront. Je connais pas. T'as encore du travail à faire alors, Kelly. Et il faut rappeler que Ferouk, il a un SoundCloud perso, hein, dans lequel vous pouvez retrouver ses mix. Oui, c'est vrai, j'ai un SoundCloud perso, j'essaie de partager un petit peu ce que j'écoute et les mix que je fais. Ouais. Le grand-père était président de l'Espérance. Le père a été président de l'Espérance. Ferouk Zouhir sera-t-il un jour président de l'Espérance? C'est difficile à dire. À l'Espérance, on n'hérite pas, disons, de responsabilité à l'Espérance. On hérite d'une passion, on hérite d'une volonté peut-être d'aider le club, mais il n'y a jamais de légitimité comme ça. Il n'y a pas un nom qui est légitime. J'aime l'Espérance, j'aime le club. Je l'aiderai tout le temps, toute ma vie, de la manière la plus, avec laquelle je pourrais, mais je ne me sens pas une légitimité ou quelque chose qui me permet de dire aujourd'hui que je serai président de l'Espérance. Mon lien à l'Espérance est plus un lien de respect, de passion et un héritage familial aussi, mais voilà, pas plus pour le moment. Merci beaucoup Ferouk Zouhir, c'était un plaisir. Merci Kelim, c'était un grand plaisir d'être là. Un dernier mot? C'est un contexte difficile, mais je pense que c'est dans toute situation compliquée, dans tout environnement compliqué, il y a des opportunités. On se doit, à mon avis, de garder un certain optimisme, même s'il est mis à l'épreuve au quotidien. Et puis, il faut garder ses passions, il faut garder son envie d'avancer, même quand il y a des difficultés. On se doit de le faire pour le pays qui vit une phase difficile. Et si on baisse les bras, on le regrettera un jour. Donc voilà, garder sa passion, garder son optimisme et être aussi dans un optimisme de combat. C'est-à-dire plus que se dire je reste optimiste, mais essayer de diffuser cet optimisme-là et de pousser les gens à se dépasser malgré les contraintes qu'on vit au quotidien. Ça serait ça. Merci beaucoup Ferouk Zouhir, merci aux différents partenaires qui ont soutenu l'émission, merci au Movenpick Gamart de nous avoir accueillis, merci à l'équipe technique. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, le club Entrepreneur Télé dans les différents réseaux sociaux. Je n'oublie surtout pas de remercier Selim Hafseya pour la production de cette émission. Et voilà, donc à la prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Regardez Entrepreneur à la une avec Sensea. La gamme Sensea العناية الطبيعية. Vous avez regardé Entrepreneur à la une avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison.